1974. L'affaire du Watergate contraint le président Richard Nixon à démissionner. La Grande-Bretagne connaît aussi des bouleversements politiques. La grève des mineurs fait tomber le gouvernement conservateur et ramène au pouvoir Harold Wilson. À Londres, Lord Lucan disparaît après avoir tué la gouvernante de ses enfants et tenté de supprimer sa femme. Une autre affaire connaît un fort retentissement médiatique. La riche héritière Patty Hearst s'associe avec les gangsters qui l'ont kidnappée. Sur cette bande vidéo, on la voit participer à l'attaque d'une banque. C'est cette même année qu'est commis l'un des plus célèbres crimes familiaux. Cette affaire a pour cadre cette maison d'Amityville, un faubourg résidentiel de Long Island, à l'est de New York. Cette maison acquérera une telle réputation qu'Hollywood l'utilisera comme décor principal de plusieurs de ses films. Le mercredi 13 novembre 1974, en fin d'après-midi, le propriétaire d'un bar d'Amityville prévient la police qu'une fusillade a eu lieu dans cette maison. Quand la police arrive sur les lieux, elle trouve un groupe de jeunes gens qui attend à l'extérieur, parmi lesquels Ronald DeFeo, âgé de 23 ans. C'est lui qui a donné l'alarme. Le barman qui a appelé la police raconte ce qui s'est passé. Il est entré en courant, il criait « Vite, à l'aide, quelqu'un a tué mon père et ma mère !» On est tous sortis du bar, c'est tout. Vous aussi? Non, je suis resté pour garder le bar. Les autres sont montés dans sa voiture et ils sont allés chez lui. Quand les premiers policiers entrent dans la maison, ils découvrent un véritable carnage. Au premier étage, les corps des parents de Ronald DeFeo tués par balle dans leur lit. Dans une autre chambre, les corps de ses deux frères, John 7 ans et Mark 2 ans. Dans une troisième chambre, celui de sa jeune sœur, Allison 13 ans. Enfin, au deuxième étage, le corps de son autre sœur, Dawn 18 ans. Le lendemain matin, un des policiers en charge de l'enquête est interrogé par une foule de journalistes. Il se montre prudent. Connaissez-vous le calibre de l'arme qui a tué la famille? Non. Pouvez-vous nous décrire comment les corps ont été retrouvés? Non, pas maintenant. Continuez-vous à interroger Ronald DeFeo? Je ne peux rien dire. Où se trouve Monsieur DeFeo? Je ne peux rien dire, désolé. Les journalistes déçus ne quittent pas les lieux, tandis que la police fouille la maison, le jardin et même la piscine. Dans une interview qu'il donne plus tard dans la journée, le chef de la gendarmerie de Suffolk n'est guère plus loquace. Pour l'instant, il n'y a pas de suspect et nous ne connaissons pas le mobile de ce crime. Qu'en est-il de Ronald DeFeo fils, l'unique survivant? Ronald est protégé par la police de Suffolk. Protégé, mais pourquoi? Parce que 6 membres de sa famille ont été tués pour des raisons mystérieuses et qu'il est le seul survivant. Est-il suspect? Non, il n'est pas suspect pour le moment. Les journalistes s'intéressent alors au passé de Ronald DeFeo, surnommé Butch. Savez-vous ce que fait Ronald? Ce qu'il fait, oui, il travaille au garage Buick, mais je pense que vous connaissez déjà l'adresse. Il s'agit de l'entreprise familiale implantée à Brooklyn. Un assistant de la police déchiffrant un papier, le garage Buick, Michael Brigante Carl's Buick Incorporated. C'est le grand-père de Butch qui en est le propriétaire. Son père, lui, était directeur du service après-vente. Placé sous protection au poste de la gendarmerie, Butch DeFeo rédige une déposition manuscrite de 8 pages, décrivant ses faits et gestes au cours des 48 heures qui ont précédé la tuerie. Souffrant, il a passé la majeure partie de la journée du mardi à dormir et à regarder la télévision.
Réveillé très tôt le mercredi matin, il est parti travailler au garage de son grand-père, où il est mécanicien. Comme il y avait peu d'activité ce jour-là, il est retourné chez lui vers midi. Il s'aperçut alors qu'il avait oublié ses clés et décida d'aller dans un bar où il passa la plus grande partie de l'après-midi. Il était tout seul et ne parlait à personne, sauf pour dire « Bonjour, comment ça va ?» Je n'ai rien remarqué de particulier. Il est revenu un peu plus tard prendre un soda et puis il est reparti. Et 5 minutes après, il est revenu en hurlant que ses parents avaient été tués. Tout le monde est sorti du bar en courant pour aller voir. Selon Butch, le responsable des crimes pourrait être un tueur de la mafia, ancien client et ami de son père, avec lequel il s'était querellé et qui aurait pu vouloir se venger. Les journalistes surprennent des policiers sortant des fusils de la maison des DeFeo. Ils interrogent le chef de la police à ce sujet. De quel type d'arme s'agit-il? Quelle est l'arme, d'après vous, qui a servi à ces crimes? C'est une arme à feu, mais je ne peux pas vous en dire plus. Un journaliste finit par perdre patience. Vous semblez pour l'instant ne pas savoir grand-chose sur cette affaire. Ce n'est pas le cas. Nous possédons beaucoup d'éléments, mais nous ne savons pas qui a commis le crime. Nous savons que nous avons 6 corps, ça, nous en sommes sûrs. Nous savons aussi comment ils ont été tués. Donc, quand vous dites que nous ne savons pas grand-chose, nous savons tout ce qu'il faut savoir pour l'instant et nous espérons en apprendre beaucoup plus. Le chef de la police ne révèle pas aux journalistes un indice majeur qu'il a pourtant en sa possession. Les recherches visent maintenant à retrouver une arme spéciale. Et ils savent qui en est le propriétaire et qui l'a certainement utilisée. Selon l'expert en balistique, les victimes ont été tuées à l'aide d'un fusil Marlin de calibre 35. Si le fusil n'a pas été retrouvé, 2 boîtes en carton ont par contre été découvertes dans la chambre de Butch. L'une d'elles sert à emballer un fusil Marlin de calibre 35. Alors que les journalistes, de plus en plus frustrés, suivent les fouilles de la police, Butch DeFeo est interrogé au poste. Il avance plusieurs hypothèses pouvant expliquer la tuerie, désignant toujours un homme de la mafia comme en étant l'auteur. En fin d'après-midi, il finit par s'effondrer et par avouer son crime. Quand j'ai commencé, dit-il, je n'ai pas pu m'arrêter. Tout s'est passé tellement vite. Il est inculpé des 6 meurtres. Butch explique qu'après s'être réveillé très tôt le mercredi matin, il a chargé son fusil et a d'abord abattu son père et sa mère, puis sa sœur Allison, ensuite ses frères Mark et John, pour finir par Dawn qui s'était réveillé et lui avait demandé si tout allait bien. Butch a ensuite ramassé les cartouches et emballé l'arme et ses habits tachés de sang dans des têtes d'oreiller. Puis il est parti pour Brooklyn. En route, il a jeté le fusil dans le bassin de la baie d'Amityville. Quant à l'étui, aux douilles et aux boîtes de cartouches, il les a jetés dans un égout de Brooklyn. La police organise une fouille de la baie d'Amityville. Des plongeurs y récupèrent l'arme du crime. Le 14 octobre de l'année suivante s'ouvre le procès de Butch DeFeo. 1 mois plus tard, Butch est uniquement accusé du meurtre de son frère Mark. Le représentant du ministère public indique qu'il s'agit là d'une procédure courante et que DeFeo sera bien jugé pour les 6 meurtres. Nous ne sommes pas obligés de présenter dès maintenant tous les chefs d'accusation que nous possédons. D'un point de vue tactique, nous en présentons le moins possible. Le principe étant que nous préférons en divulguer un minimum. Les preuves légales retenues contre DeFeo sont accablantes. L'avocat chargé de la défense indique comment il entend plaider. Sur la base de mes conversations de ce matin avec lui, et vu la nature de l'inculpation, je ne pense pas que Butch soit en mesure de comprendre la nature des poursuites encourues et qu'il puisse non plus participer à sa défense. Butch DeFeo est né le 26 septembre 1951 à Brooklyn.
Il a 13 ans quand sa famille s'installe à Long Island grâce aux revenus confortables de son père, qui travaille dans le garage concessionnaire du grand-père maternel. Butch est élevé dans cette grande maison sur la baie d'Amityville. Bien qu'il ne manque de rien sur le plan matériel, il quitte l'école à l'âge de 16 ans sans aucune qualification. Ceux qui le côtoyaient à cette époque se souviennent de lui comme d'un garçon violent. C'était le genre de garçon qui ne reculait jamais devant une bagarre. Je ne dis pas qu'il cherchait la bagarre, mais il était toujours prêt. Si une bagarre éclatait, il allait aider le type attaqué. Butch vit de petits boulots sans lendemain pour finir comme homme à tout faire dans l'entreprise familiale, où il gagne 80 $ par semaine. Ce qui ne l'empêche pas de dépenser une fortune en drogue et en alcool car son père lui verse d'importantes sommes d'argent. Au moment du meurtre, Butch est en cure de désintoxication. Il est aussi en liberté sous caution pour vol. Peu de monde alors connaît les problèmes familiaux des DeFeo. Je croyais que Butch était adoré par sa mère. Elle disait toujours « c'est mon fils ». Vous savez, comme s'il était sa plus grande fierté et toute sa joie. Pour cette voisine, les DeFeo étaient une famille modèle. C'était des gens adorables, très religieux pour qui la famille comptait beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. Très généreux, très bons, très proches de leurs enfants. Mais en réalité, d'importantes tensions existaient au sein de la famille. Le père était particulièrement violent et il lui arrivait de battre sa femme. La police s'interroge sur la provenance de certains revenus du père. Butch lui réclamait au moins 500 $ par semaine, sans parler de tout l'argent qu'il lui volait. Son père avait peut-être des rapports avec la mafia. On apprend aussi qu'à 13 ans, Butch avait agressé son grand-père. On l'avait alors emmené voir un psychiatre pour enfants. 1 an avant la tuerie, Butch avait récidivé en tirant sur son père. Mais ce crime familial n'était ni le premier ni le dernier. Une série de meurtres assez semblables se produit 10 ans plus tard en Floride. Le drame a lieu devant cette luxueuse maison le 9 juillet 1985. Une Chevrolet Suburban explose dans l'allée au moment où le conducteur met le contact. Une seconde déflagration termine de déchiqueter le véhicule. 2 des passagers sont tués sur le coup. Il s'agit de la riche héritière Margaret Benson. Son cadavre, projeté hors de la voiture, est retrouvé calciné et morcelé. Et de son fils de 22 ans, Scott, à qui appartenait la voiture. Carol Lynn, la sœur aînée de Scott, est parvenue à s'extraire de la voiture par la porte arrière qu'elle avait laissée ouverte. Mais elle est gravement brûlée au visage et sur la partie supérieure du corps. Steven Benson, le frère aîné, est sain et sauf. Au moment de l'explosion, il était retourné dans la villa pour y chercher un outil quand il est ressorti. Il a alors fait demi-tour, soi-disant pour appeler une ambulance. La famille Benson s'apprêtait à aller mesurer un terrain sur lequel Margaret voulait faire construire. Steven était spécialement venu de Fort Myers où il habitait pour leur donner un coup de main. La voiture de Steven étant à court d'essence, ils prirent la Chevrolet de Scott. L'explosion a été provoquée par 2 bombes de fabrication artisanale. Quand la police arrive sur les lieux, elle interroge Steven Benson. Selon lui, la bombe visait son frère Scott. Elle avait dû être placée par une de ses relations d'affaires qui voulait se venger d'une dette impayée. À force d'entretenir Scott, sa mère avait même fini par connaître elle-même des difficultés financières. Margaret Benson avait hérité de son père une fortune de 10 millions de $, amassée grâce à la firme de tabac
Benson and Hedges. Après 3 semaines d'hôpital, Carol Lynn peut enfin témoigner. Une autre version des faits apparaît alors. Steven avait dû lui aussi emprunter d'importantes sommes d'argent à sa mère pour sauver ses entreprises de la faillite. D'ailleurs, le jour de l'explosion, l'avocat de Margaret devait interroger Steven au sujet de fonds qu'elle lui avait prêtés et vérifier les livres de compte de ses sociétés. Au moment où l'on enterre les victimes, des preuves accablantes viennent s'ajouter aux rumeurs qui courent sur Steven Benson. La police, qui a découvert des fragments de tuyaux ayant servi à la fabrication de la bombe parmi les débris du véhicule, trouve le magasin d'où ils proviennent. Ils ont été achetés dans une rue voisine de celle du bureau de Steven. Le bordereau de vente porte une empreinte de paume très nette, et l'employé du magasin fournit une description de l'acheteur qui correspond à Benson. Benson se montre très réticent à fournir une empreinte de sa paume, mais la police obtient un mandat de perquisition. Ces empreintes correspondent exactement à celles relevées à la quincaillerie. Benson est arrêté à Fort Myers le 22 août 1985. Il est inculpé du meurtre de sa mère et de son frère et de tentative de meurtre sur sa sœur. Son procès s'ouvre près d'1 an plus tard, le 14 juillet 1986. L'accusation dresse de lui le portrait d'un homme dominé par sa mère, dont il dépendait financièrement. Steven n'a jamais pu se libérer de l'autorité maternelle. Il n'était parvenu à créer sa propre entreprise qu'avec l'argent de sa mère. Sa sœur, défigurée, fait devant le tribunal un récit extrêmement pénible de l'explosion. Je crois qu'en voyant le corps de Scott et les flammes, ça m'a réveillée et je me suis rendu compte que la voiture brûlait et qu'il fallait absolument que je sorte. Fait plus important encore, elle décrit l'insistance dont a fait preuve Steven pour utiliser la voiture de son frère et pour forcer sa mère à s'asseoir à l'avant, bien qu'elle ait toujours préféré être à l'arrière. Mais la preuve la plus accablante est l'empreinte de la paume, que vient renforcer le témoignage de plusieurs témoins disant que Steven était fasciné par les gadgets et aurait pu facilement utiliser ses tuyaux pour construire une bombe meurtrière. Les livres de compte des sociétés de Steven Benson laissent apparaître que celui-ci extorquait des fonds à sa mère. Michael McDonnell, le célèbre avocat, chargé de défendre Steven, dément qu'une telle affaire puisse être le mobile du crime. On l'accuse d'avoir tué sa mère car il lui aurait volé 2,5 millions de dollars. Mais cette version des faits ne pourra pas être retenue par ce tribunal, car elle est fausse. McDonnell fait tout pour rejeter la responsabilité de l'attentat sur Scott Benson, le frère de Steven. Il laisse entendre que celui-ci avait un ennemi mortel dans les milieux de la drogue. On découvre également que Scott n'est pas le frère de Steven, mais son neveu. C'est-à-dire un enfant que Carol Lynn aurait eu très jeune. Scott avait été adopté par ses grands-parents à sa naissance. Mais ces faits ne peuvent en rien être retenus contre Scott. En revanche, les preuves avancées contre Steven Benson sont irréfutables. Le procureur adjoint Jerry Brock rejette les arguments de la défense lors de son discours de clôture. Maître McDonnell n'est certainement pas en mesure de déterminer qui a commis ce crime. Son problème, c'est qu'il a enquêté partout. Partout, sauf ici, à cette table, à côté de lui. Le 7 août 1986, le jury déclare Steven Benson coupable des 3 chefs d'accusation retenus contre lui. La moitié des jurés recommandent la peine de mort. Mais le juge Hayes prononce 2 peines de réclusion à perpétuité.
Le procureur se félicite que la fortune de Steven Benson n'ait pas eu le dernier mot. La justice a parfaitement fonctionné et a prouvé que, quelle que soit la somme dont dispose un accusé, celle-ci ne peut acheter sa liberté. En Floride, la loi interdit à un criminel d'hériter de sa victime. Steven Benson espérait à tort que la bombe ne parlerait pas et qu'il deviendrait riche. Butch DeFeo ne put davantage contredire les preuves accumulées contre lui. Au cours de son année de captivité, DeFeo est revenu sur ses aveux. Il accusa alors son entourage et plus particulièrement sa sœur. Personne ne fut surpris quand l'avocat de la défense demanda que l'on examine l'état mental de Butch. Je demande au tribunal de nommer des médecins pour examiner l'accusé, afin de déterminer s'il est en état d'être jugé. Les avis des psychiatres divergèrent inévitablement. Pour certains, Butch était un personnage profondément agressif et antisocial, mais en aucune manière atteint de démence. Pour d'autres, il souffrait d'une psychose paranoïaque quand il tua sa famille. L'avocat de Butch envisagea de plaider la démence. Nous allons certainement réexaminer notre défense en fonction de cette possibilité. Quand l'affaire fut présentée au tribunal, la défense fonda en effet sa plaidoirie sur la démence. DeFeo fit de son mieux pour jouer le rôle du déséquilibré. Lors du contre-interrogatoire, il déclara avoir tué sa famille en état de légitime défense, puisque c'est sa sœur Dawn qui l'avait forcé à tirer. Ces tentatives visant à se faire passer pour fou eurent peu d'impact sur le jury. Butch fut jugé coupable le 21 novembre 1975 et condamné à 25 ans de prison pour chacun des 6 meurtres. Les affaires DeFeo et Benson ont des similitudes. Les deux hommes souffraient d'un manque affectif et vivaient mal la domination de leurs parents. La mère de Steven Benson jouait de son pouvoir financier pour contrôler la vie de ses enfants. Aucun de ses 2 fils n'avait la force de caractère suffisante pour se libérer de son emprise. En outre, il semble que Steven Benson ait été particulièrement affecté par ses échecs professionnels. Butch DeFeo souffrait de la trop grande autorité de son père ainsi que de la violence qui régnait dans son milieu familial. Lui non plus n'avait pas réussi à mener une vie indépendante. En 1985, l'affaire DeFeo connaît un coup de théâtre sans précédent. La maison familiale est rachetée par un couple qui a bien pris soin de faire bénir la maison par un prêtre. Mais quelques 28 jours plus tard, le couple s'enfuit, terrorisé par des bruits continus et inexplicables, des odeurs pestilentielles et des événements surnaturels tels que l'apparition de figures démoniaques. Le récit de leur frayeur servira de base au film Amityville, la maison du diable. On raconta que la maison avait été construite sur le site d'un ancien cimetière indien. De là à penser que Butch DeFeo était possédé par des esprits malins, il n'y a qu'un pas que certains n'hésitèrent pas à franchir. La maison d'Amityville n'a pourtant pas été détruite et les nouveaux propriétaires ne se sont jamais plaints de la présence d'esprits maléfiques. Mais des curieux viennent encore visiter les lieux à la recherche d'improbables frissons.